Salut toi, tu viens pour t'éveiller? Ah, pourtant j'ai pas l'impression que tu dormes là, si? Ah, ces humains, tous à chercher l'éveil, comme une pierre précieuse. Ah, ils se rendent pas compte. Pourtant ils se rendent pas compte qu'ils n'ont rien à faire. Rien à faire. Allez viens, je te montre là-bas. Allez viens. Ah t'attends quoi? Viens. Bouge ton cul. Bon, est-ce que j'ai la prétention de faire une telle vidéo? Ouais, allez. Par où commencer, du coup? Parlons un petit peu de notre espèce, l'espèce humaine. Homo sapiens. Cette espèce humaine, depuis qu'on l'observe archéologiquement par des fossiles et par ce qui se passe autour d'elle, ce qu'elle fait dans ce monde en fait, dont nous observons par l'archéologie notamment l'impact de l'Homo sapiens sur la Terre, et on se rend compte que depuis que l'Homo sapiens existe, même peut-être un peu avant, eh bien la Terre a commencé à perdre de sa biodiversité. On remarque que depuis que l'homme existe, eh bien l'énergie de la Terre, l'énergie, bon, ça se manifeste partout, toute forme de chose vivante qui existe en soi n'est qu'une forme d'énergie. Eh bien l'énergie de la Terre se concentre sur cette espèce-là, qui a du coup ce don de rediriger toute l'énergie de la Terre, tout ce qu'elle peut vers elle. Eh bien c'est l'Homo sapiens. Comment et pourquoi? Comment et pourquoi est-elle si énergivore, cette espèce? Pour tenter d'atteindre l'éveil, il faut comprendre d'abord quels sont les mécanismes qui fonctionnent en nous. N'importe qui sait un petit peu de quoi il parle vous dira que la recherche de la sagesse et de la spiritualité en général, eh bien elle se fait en soi-même. Parce que faire le tour de soi, c'est bien plus complexe que faire le tour du monde. Tout ce qui se passe, tout ce qui est vraiment difficile, c'est vraiment de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous et de nous observer. Et on peut s'aider du passé de notre espèce pour un peu mieux comprendre ça. Alors quelle est la capacité de l'Homo sapiens qui lui permet d'être à ce point-là supérieur aux autres espèces, qui lui permet d'être à ce point-là capable de créer des choses d'une si grande beauté? Le mot sapiens, je sais pas, je regarde la tour Eiffel par exemple, moi, je trouve ça magnifique, je regarde des tours, des gratte-ciel, etc. Je trouve ça magnifique, c'est dingue ce qu'on est capable de faire. Et puis je vous parle pas des ponts et des cathédrales, alors là c'est l'orgasme. Hein. Donc l'homme est capable de faire des choses de ouf. Mais pourquoi? Comment? Eh ben, la réponse à cette question, elle est plutôt simple. Et vous l'expérimentez tous, toutes les nuits. Ça s'appelle le rêve. L'énergie derrière chaque création et derrière chaque projet humain, c'est le rêve. On a appelé cette espèce l'Homo sapiens, l'homme sage, qui disent. On n'est pas sage du tout. On n'a rien de sage, c'est tout. Nous ne sommes pas sages du tout. On aurait dû franchement appeler cette espèce Homo fictio, l'homme fiction. Parce que notre capacité à nous, c'est de créer des fictions dans notre tête et d'y croire comme si c'était la réalité. Nous sommes capables, à partir d'une réalité telle, de la transformer et en fait, on est capable de transformer le réel en irréel. Et c'est pas qu'on est capable, c'est qu'on fait tous que ça, tout le temps, chaque seconde de notre vie, on fait ça. Lorsque vous prenez en mémoire, ne serait-ce qu'une chose que vous avez vue, je regarde ma caméra,
vous me regardez, je rentre dans votre mémoire, la caméra rentre dans ma mémoire. À partir du moment où elle est rentrée dans ma mémoire, ce réel, du moment présent là, il devient irréel. Si tu comprends pas ça, c'est foutu, parce que c'est la base de tout. Et je veux dire, c'est la base qui te permettra de te mener à l'éveil. C'est qu'au final, tout ce que tu penses, tout ce que tu crois, lorsque tu te remémores des événements passés, lorsque tu tentes de prévoir le futur, et même lorsque tu regardes les choses dans le présent, et bien tout ça n'est que de la fiction. Tout ça n'est que de la fiction. Donc comprendre ça suppose une grande humilité. Parce que du coup, on n'est plus réellement légitime de crier sur les gens et puis de s'énerver pour rien quand on comprend qu'ils sont dans une fiction au même titre que nous. Alors pour comprendre ça, en fait, votre conscience, c'est un petit peu comme un écran sur lequel on projette ce qui se passe dans le moment présent. Exemple, je regarde quelque chose par mes yeux sont le capteur, sont la caméra, et mes yeux vont envoyer un signal électrique au cerveau, et le cerveau va comment dire, il va sélectionner ce qui est important à regarder, et il va projeter sur l'écran de la conscience uniquement ce qui est important. Et cette projection sur l'écran de la conscience, c'est ça la fiction. C'est ça la fiction. Ça veut dire que ton corps décide de ce qui doit être projeté dans ta conscience. Ton corps décide de la fiction dans laquelle tu vis. Si tu comprends ça, c'est parfait. Et on va pouvoir avancer. Maintenant, ton corps c'est une machine qui a une certaine programmation. Et donc suivant la programmation de cette machine, elle va t'envoyer une fiction qui peut être heureuse, qui peut être énervée, qui peut être joyeuse, mélancolique, tragique, pleine de romance. Alors qu'est-ce qui détermine le programme qui va le plus influer, impacter sur la fiction que tu vas voir dans ta conscience? Alors il y a plein de facteurs. Et c'est là que la méditation entre en jeu. Et c'est là que vous pouvez vous-même atteindre l'éveil par vous-même, en fait, en vous observant. En vous observant, vous arrivez à déterminer quel est le code, quel est le programme qui envoie des images dans votre conscience. Et d'ailleurs, tout ce que je vous dis là, c'est un fond de recherche. Quand je vous dis que une recherche, par exemple, prouve, et ça remonte en plus, je sais plus, peut-être 20 ans, que notre conscience ne perçoit qu'une petite partie de ce qui se passe réellement dans la réalité. Et cette petite partie-là correspond toujours à des besoins, par exemple, de survie. Puisque la survie est quelque chose qui est très profondément programmé en nous. Nous sommes programmés pour survivre et pour nous reproduire. C'est pour ça que... et ce sont les programmes les plus ancrés. C'est génétique. Le premier facteur de programmation, il est génétique. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Et c'est là qu'on rentre en jeu. C'est là que vous pouvez réellement agir. Parce que sur la génétique, vous ne pouvez pas réellement agir. Si vous êtes programmé pour vous accroître dans la matière, pour trouver votre âme sœur, j'aime pas dire ça, âme sœur, pour trouver votre conjoint, etc. Si vous êtes programmé pour ça, oui, c'est très bien, et c'est même impossible à contrer, sauf si on trouve un autre projet sur lequel s'intéresser qui va réussir à être plus important que ses besoins primaires, mais c'est pas grave, je m'égare un peu. En gros, maintenant vous pouvez vous observer et regarder, essayer de déterminer le code
qui programme, enfin, ce programme qui fonctionne dans votre cerveau et qui vous envoie seulement qu'une seule partie de ce que vous vivez dans votre conscience. Et bien ce programme-là, et c'est le point le plus important, ce programme-là, quand vous venez de naître, quand vous êtes un enfant, et bien ce programme-là, en fait, il n'est pas du tout... Ce programme-là est vierge. Ce programme-là est vierge d'une certaine manière. Lorsque vous naissez, le logiciel d'appréhension du monde qui est dans votre tête n'est pas encore créé. Il a juste un fond de génétique, c'est tout. Un fond génétique qui va déterminer s'il va plutôt être comme ça ou comme ci. Mais c'est pas grand-chose. Certains mystiques appellent ça... D'ailleurs, c'est ce que les gens en astrologie essayent de déterminer. Ils essaient de déterminer quel est le fond de programmation du logiciel d'appréhension du monde d'une telle personne. Mais c'est pas utile, ça sert à rien. Ça sert à rien, le point important il vient seulement après. Le point important, c'est que ce programme est vierge quand tu nais. Et ce programme, il va s'auto-créer tout au long de ta vie. Plus tu vis, en grandissant, en vivant des événements, des expériences, en vivant des relations amicales, amoureuses, en vivant ta relation avec tes parents, ce programme, il va se coder au fur et à mesure. Il va se coder. Et donc, en se codant, c'est là que va naître la fiction, dont je t'ai dit. La fiction que tu vis dans ta conscience. En grandissant, tu as l'impression d'être timide, ou tu sais, les comportements que tu peux pas réellement changer. Je suis timide, ah ouais, lui il est charismatique, ah ouais, lui il est... Tous ces comportements qui sont difficiles à changer, enfin tu as l'impression que c'est impossible à changer. Eh bien ces comportements-là ne sont que le résultat de la fiction qu'il y a dans ta tête. Et quand on dit que le monde spirituel détermine le monde matériel, c'est de ça qu'on parle. En partie, c'est de ça qu'on parle. On parle du fait que lorsque tu penses que tu es timide, ta réaction face au monde, ta réaction face aux autres, ta réaction face aux événements va être la réaction d'une personne timide. Et donc, ta réalité matérielle va te montrer que tu es timide, puisque les gens, quand ils vont te regarder, ils vont te parler d'une telle ou telle manière et tu vas être timide face à eux. C'est comme ça pour tout. Tous les comportements. Je suis un anxieux, je suis un stressé, je suis tout est je suis là. Enlève-les. Comprends que ce n'est que le résultat de ta propre programmation, de ton caractère. Tu t'es toi-même programmé ça tout au long de ta vie, au fur et à mesure de tes expériences. Alors c'était pas volontaire, donc quand je dis toi-même, c'est pour que tu comprennes que tu peux le changer, mais bon, dans ta jeunesse c'était pas volontaire, tu faisais pas gaffe, c'est pas toi qui décidais si comment t'allais te nourrir le lendemain, comment t'allais t'habiller le lendemain quand t'étais jeune. Donc voilà, c'est pas toi qui décidais l'école dans laquelle tu voulais aller, et donc c'est pas toi qui décidais les rencontres avec ce que tu faisais. Dans tous les cas, ce logiciel, tu te l'es programmé toi-même, et c'est ça qui est important, c'est que tu peux le changer. Et pour le changer, il faut le comprendre. Voilà comment atteindre l'éveil. Comprends le logiciel d'appréhension du monde que tu t'es toi-même créé tout au long de ta vie. Si tu fais ça, t'as gagné. T'as gagné. Mais je vais te dire pourquoi si peu de monde le fait. Parce que personne ne le veut. On est beaucoup trop bien dans notre fiction. Tu sais, quand je vous ai dit que le propre de l'homme, c'était le propre de l'homo sapiens, c'était de rêver et de se créer des fictions, c'est pas pour rien. On aime ça. On vit là-dedans. Nous sommes faits pour ça. Et on ne veut surtout pas en sortir de nos fictions.
Essayez de voir le réel, essayez de voir le moment présent tel qu'il est. Bon, déjà, c'est un peu une cause perdue, puisque quoi qu'on fasse, il y aura toujours des filtres que sont nos capteurs sensoriels. Mais essayez de voir ça. Pour un homme, au premier abord, c'est très triste. C'est la pire des choses qui puissent lui arriver. Ce serait mettre une fin à toutes ces mémoires, parce que les mémoires déterminent la fiction dans laquelle vous vivez. Ce serait mettre une fin à tout ce que vous avez vécu, à tous les bonheurs que vous avez vécu et que vous essayez de reproduire dans le futur, puisque tous les plaisirs et le confort que vous cherchez naît de un plaisir que vous avez vécu dans le passé. C'est ça qui est complexe. Personne ne veut effacer ses désirs, effacer ses plaisirs, et effacer tous ses potentiels conforts. Alors plus notre fiction va être développée, plus on va avoir de peur. Parce que les peurs viennent avec les plaisirs. Systématiquement, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à la voir, elle apparaîtra là. Chaque désir, chaque plaisir vient immédiatement avec une peur. Peur de perdre ce plaisir, justement. Ces plaisirs-là ne sont que des satisfactions. Tout comme vous avez des besoins primaires et vous pouvez satisfaire vos besoins primaires. Si vous êtes capable de réduire votre fiction, de réduire son impact sur vous et sur ce que vous vivez, eh bien vous serez capable de réduire vos besoins jusqu'aux besoins primaires. C'est très bien. C'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années. Réduire mes fictions, réduire mes rêves jusqu'à arriver au noyau solide. Mais une fois qu'on a atteint ce noyau solide, on se rend compte que ça n'a pas servi à grand chose. On se rend compte que on n'a fait que revenir à zéro au final. Et d'une certaine manière, c'est pas une voie très utile. Il aurait juste suffi de vivre en fait. Vivre notre vie telle qu'on la vivait. Mais on a choisi de déconstruire la fiction dans laquelle nous avons vécu. Maintenant que je sais tout ça, je peux me recréer une fiction. Et cette fiction-là, vu que je suis beaucoup plus lucide sur le monde qui m'entoure, lucide sur les gens, sur tout ce qui se passe dans le monde, eh bien je peux me recréer une fiction qui va à la fois me procurer un certain plaisir, un certain bonheur, mais surtout aller dans un sens que je juge comme éthiquement viable. Et c'est le sens de la préservation de ce que nous n'avons pas arrêté de détruire pendant ces 100 000 ans d'existence de l'Homo sapiens, c'est-à-dire la nature et la biodiversité dans la nature. Rendez-vous compte, pour qu'on soit aujourd'hui 7 milliards 800 personnes dans le monde, c'est que nous avons énormément détruit la nature pour la transformer en des monocultures plus efficaces pour nourrir plus de bouches. Et on a détruit de la biodiversité pour ça. On a beaucoup détruit la biodiversité. Et on se rend compte en permaculture, par exemple, qu'on pourrait la faire renaître, cette biodiversité, et enfin la préserver au moins. Et tout en gardant un ratio même supérieur au mètre carré de nourriture pour les hommes. Cette solution me semble tellement belle que j'ai du mal à voir autre chose comme solution pour tous les problèmes de l'humanité. Donc, je vous dis ciao. Si vous comprenez tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, vous pourriez vous-même vous observer, méditer
et comprendre ce qui se passe dans votre tête, cette fiction dont je vous ai parlé. Et vous allez voir que vous êtes complice. Il n'y a pas d'autre complice que vous-même dans votre fiction, dans votre non-éveil. Vous tenez à votre fiction énormément. Vous ne voulez pas vous en sortir. Voilà. Mais avant de vous laisser, je vais insister sur un certain point, pour que vous puissiez comprendre que tout ce que je vous ai dit là a un emploi dans votre vie. Vous pouvez l'utiliser déjà. Alors, ce que je veux réellement que vous compreniez, parce que même si vous tenez à votre fiction, donc du coup j'ai pas spécialement envie de vous la détruire, j'ai quand même envie que vous sortiez de cette vidéo avec un bonus qui peut vous être très utile et très important dans la vie de tous les jours. Ce bonus, c'est que tout ce que je vous ai dit, ça vous concerne vous. Vous créez vos propres fictions, vous créez vos propres rêves, et donc vous créez vos propres logiciels d'appréhension du monde qui vont déterminer vos comportements, et vos comportements vont être ensuite validés par le regard qu'ont les autres sur vous. Tout ça, vous le créez vous-même. Eh bien, sachez que nous avons tous en nous l'intuition de ça. Nous avons tous en nous l'intuition que nous sommes en train de vivre dans un film. Regardez une maison dans laquelle on vit. Regardez, on va se nourrir au supermarché. C'est quoi un supermarché? C'est quoi cette connerie? On vit dans un film. On a tous cette intuition. Et lorsque vous parlez, lorsque vous arrivez, en parlant aux gens autour de vous, à titiller cette intuition, à leur faire comprendre, ne serait-ce qu'une seconde, qu'ils vivent dans un film, eh bien la discussion que vous avez avec ces personnes-là, elle change du tout au tout. Vous allez atteindre des niveaux de profondeur dans la discussion, mais tels que ça va changer, ça va être énorme d'un coup. La discussion va changer de saveur, mais genre vraiment. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est quelque chose qui est fascinant. C'est quand tu arrives à sortir un humain de sa fiction pour qu'il te parle réellement. Pour qu'il te parle à toi, mais de cœur à cœur, quoi. Ton cœur avec son cœur. La seule barrière à transcender pour parler de cœur à cœur et pour vivre des discussions intenses d'une puissance réelle, eh bien c'est la barrière des conditionnements. Ces conditionnements, vous les avez créés, comme je vous ai expliqué, vous-même, tout au long de votre vie. Et donc voilà. Vous pouvez, mon conseil, c'est que lorsque vous parlez avec les gens, gardez toujours en tête que ce qu'ils arborent, ce qu'ils vous disent, leur manière de former les phrases, tout ça n'est que la preuve de leur fiction. C'est la preuve de leur fiction. Quand une personne essaie de s'imposer sur vous, c'est que dans sa fiction, elle a eu des traumatismes qui ont fait que si elle ne s'impose pas, cette personne-là, eh bien, elle se sent comme perdue, parce que cette expérience traumatisante qu'elle a vécue a créé un grand malheur et a déterminé le futur de sa fiction. Et c'est ça qui est vraiment important. C'est qu'en comprenant ça, on se rend compte que plus personne n'est légitime de dire quoi que ce soit. Et plus personne n'a de preuves objectives. L'objectivité, c'est un rêve aussi. L'objectivité, je crois que la définition d'objectivité, c'est être la cause de soi. Un être objectif, c'est un être qui est la cause de soi.
la seule chose objective dans ce monde. Une chaise n'est pas la cause de soi. Ce qui est la cause d'une chaise, c'est l'homme qui l'a créée. Un rideau n'est pas la cause de soi. Objectivement, il y a un rideau en face de moi, je le vois, mais objectivement, c'est pas un rideau. Ce rideau n'est pas la cause de soi. Donc la seule chose qui est objective dans notre monde, la seule chose qui est objective, eh bien c'est nous-mêmes, nous les humains, notre conscience, qui est la cause de soi. Notre conscience, on l'a créée tout au long de notre vie. Nous-mêmes, on l'a créée tout au long de notre vie. Et n'oubliez pas de dire aux scientistes que rien n'est objectif. Ça peut être drôle des fois. Bon, allez, tiens. D'ailleurs, par rapport à ce dernier point, elle est là la différence entre le moi et le surmoi dont les psychologues parlent. Moi, j'ai lu que du Jung en psychanalyse, j'ai lu que du Jung. Je ne fais pas trop de psychologie, mais j'ai beaucoup observé les gens, donc ça me suffit à bien comprendre comment ça fonctionne. La différence entre le moi et le surmoi, elle est là. Le moi, c'est cette personne que tu es face aux autres. Le moi, c'est la personne qui s'adapte aux autres et à la communauté dans laquelle elle vit. Le surmoi, c'est la personne qui se rend compte, qui omet complètement le logiciel qu'elle a elle-même créé d'adaptation et d'appréhension du monde. Si vous respectiez tous votre surmoi, vous feriez n'importe quoi en ville. Vous ne serez pas capable de vivre ensemble. Comme des enfants, regardez, les enfants, très jeunes enfants qui jouent ensemble dans un bac à sable par exemple, eh bien, des fois ils jouent avec leurs amis et des fois ils vont tout seuls, ils vont faire n'importe quoi. Il n'y a pas réellement de cohésion, il n'y a pas réellement de travail d'équipe. Vous voyez, c'est chacun fait son truc pour lui, quoi. Et en s'inspirant des créations des autres, bien évidemment. Regardez un enfant, quand il voit le château de l'autre, et ça lui donne envie de faire un château aussi. Donc voilà. Le surmoi, il fait n'importe quoi. Et le moi, lui, il se cadre lui-même. C'est ce logiciel d'appréhension du monde dont je vous parle depuis le début de cette vidéo. C'est ce moi-là qui va vivre en société. C'est ce moi-là qui va permettre une certaine cohésion. C'est ce moi-là qui va permettre aux humains de vivre ensemble. Et de créer ensemble. De faire des projets ensemble. Mais encore une fois, c'est ce moi-là qui cadre, qui conditionne, qui parfois rend triste, rend malheureux, qui parfois nous pousse à aller voir des personnes qu'on n'a pas envie de voir, qui parfois nous pousse à rien dire à des personnes qu'on n'aime pas, qui parfois nous pousse à agir d'une manière qui nous fait beaucoup regretter au final. C'est la personne qui regrette, c'est le surmoi. Mais maintenant que j'ai dit ça, laissez-moi encore une fois casser ce que je viens de dire et casser vos espérances. Ce moi et ce surmoi, c'est qu'une manière schématique de parler. En vrai, il n'y a pas de moi et de surmoi. En vrai, il n'y a que un moi, un toi, un moi. Enfin, un toi, un moi. Et la neige s'est levée, c'est magnifique. Et cette personne-là, ce moi, eh bien, elle est capable de faire certaines choses et elle n'est pas capable de faire certaines choses. Elle est capable d'avoir un certain degré d'expression de soi et elle n'est pas capable de s'exprimer. La seule différence entre une personne qui est libre et qui fait réellement ce qu'elle veut et qui est libre et heureuse et une personne comme tous les autres qui n'est pas libre et heureux, eh bien, libre et heureuse, eh bien, c'est le fait que la personne libre et heureuse, elle est capable d'avoir un degré d'expression d'elle-même bien supérieur à la personne qui n'est pas libre et heureuse. Pourquoi elle est capable de s'exprimer? Parce que cette personne-là, elle a compris son logiciel
d'appréhension du monde. Elle a compris comment elle s'est elle-même conditionnée. Et ça lui permet à elle-même de pouvoir agir d'une manière qui n'amènera pas de regret, puisqu'elle sera nouvelle. Ça va lui permettre à elle de sortir de sa zone de confort beaucoup plus facilement. La véritable liberté, elle est là. C'est la liberté qu'on obtient là-dedans. Et il n'y a pas d'autre liberté. La liberté aussi, c'est un rêve. C'est un concept d'Homo sapiens. Mais ce concept-là, il est faux. Il est faux parce que n'est libre qu'une personne qui est adaptée aux autres, entre guillemets. Et s'adapter aux autres, c'est justement ne pas être libre. Donc la liberté, c'est une connerie. Voilà. Il n'y a qu'un seul vous. Eh bien, c'est vous. Et est-ce que ce vous est capable de s'exprimer réellement parce qu'il a compris la fiction dans laquelle il vit? Telle est la question. En tout cas, si vous avez compris, eh bien, vous serez libre et heureux. Si vous n'êtes pas encore libre et heureux, vous avez encore du travail et de la méditation à faire, mes potes. Allez, ciao.